Bonjour à tous, bienvenue ce matin à ce nouveau webinaire organisé par l'agence WAM. On est ravis d'être là avec Marion et Maxime. On va parler d'accessibilité, de conversion et d'UX. On va vous en parler parce qu'il y a une loi qui arrive le 28 juin sur l'accessibilité numérique qui va un peu tout chambouler. Mais vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. On va démarrer dans quelques instants. On va attendre que les retardataires, en même temps c'est 9h30, il n'y a pas de retard. Peut-être Marion, Maxime, je vous laisse vous présenter. Ouais, Oui, Marion, je t'en prie. donc j'y vais. Du coup, Marion Guy, je suis intégratrice web et chef de projet web chez WAM. Je m'occupe aussi de tout ce qui est accessibilité. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de la loi, mais surtout des conversions, des tunnels de conversion, de l'UX, UI. Et Maxime va vous parler plutôt du SEO. Je te laisse te présenter. En effet, donc je suis Maxime Bonnefond, à 10 ans chez l'agence WAM. Je suis actuellement directeur technique SEO et je vais principalement parler justement de la compatibilité entre l'accessibilité et le SEO. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, tout à fait. Merci à tous les deux. Moi, je suis Xavier Favarel. Je m'occupe de la partie acquisition chez WAM. On va attendre 1 minute encore. J'espère que vous nous entendez bien, que vous voyez bien la présentation. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez aussi, ça nous intéresse. Alors nous, on est basé à Lyon, Maxime et moi. Marion, toi, tu es à Mulhouse, Oui. parce que l'agence a des bureaux à Mulhouse aussi. Tout fonctionne. Merci Kelly pour cette validation. Merci Julien. On a des gens de Paris. Tout fonctionne. Basé à Strasbourg, Marine. Excellent. Allez, on va démarrer. On a Annecy, Grenoble, Nantes. Toute la France est représentée. Toulouse, excellent. Je suis toulousain. J'ai pas l'accent. Pardon, je vais raconter ma vie. Allez, on va démarrer, sinon je vais raconter ma vie. Ça va pas intéresser les gens. Belgique. Allez. Marion, je t'en prie. À toi de jouer. Avant de commencer rapidement, n'hésitez pas à nous laisser des avis en fin de webinaire. Ça nous intéresse de savoir ce que vous en avez pensé, si ça vous a intéressé. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions dans le chat. On vous y répondra. On prendra du temps en fin de webinaire pour vous y répondre. On va aussi lancer des sondages, vous savez comment ça fonctionne. Et puis, bien sûr, le replay sera disponible en fin de webinaire. Allez, j'arrête de parler. Marion, c'est à toi. Tu peux présenter le sommaire. C'est vrai, je devais présenter le sommaire. On va parler d'accessibilité, pardon. On va parler d'accessibilité, on va parler pourquoi c'est un levier pour tous. On va parler du XUI. On va parler de contenu inclusif aussi. On va parler de SEO, surtout avec toi, Maxime. Et ensuite, on va finir par la partie tunnel de conversion. Voilà. Du coup, je voulais commencer avec cette citation de Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, finalement, et le directeur du W3C, qui nous dit que l'accessibilité numérique ne devrait pas être considérée comme une option, mais comme un droit fondamental. Je pense que c'est une bonne phrase pour débuter ce webinaire en disant pourquoi l'accessibilité est un levier pour tous. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'accessibilité numérique? C'est le but de l'accessibilité, c'est de faire en sorte que n'importe quel internaute ou utilisateur puisse avoir la même expérience sur un site ou un autre service numérique. J'ai aussi remis une citation du Web Accessibility Initiative qui nous dit en gros que l'accessibilité, c'est que pour toutes les personnes en situation de handicap peuvent utiliser le web, mais aussi les personnes âgées, puisque les capacités changent avec l'âge, et que l'accessibilité, c'est aussi pour tout type de handicap, donc visuel, auditif, physique, parole, cognitif et neurologique. Mais ça va au-delà du handicap, puisqu'il existe plusieurs situations de handicap. Donc on va avoir le handicap auditif, cognitif, donc ça va être quelqu'un de malvoyant, quelqu'un qui a été amputé par exemple, mais on peut aussi avoir des situations temporaires, donc un bras cassé, un œil gonflé ou une opération des yeux par exemple. Ça peut être la fatigue, mais aussi les situations du quotidien, donc ça va être une forte luminosité, donc on verra moins bien les écrans. On est dans le train, l'environnement est bruyant, on va se retrouver dans une situation où on est malentendant, on se déplace, c'est aussi compliqué, la fatigue, etc. Je vous ai mis un petit exemple
visuel pour que vous représentiez un petit peu les types de situations. Donc avec le vieillissement, bien évidemment, on a aussi différentes situations qui apparaissent. Quelques chiffres en Europe et en France. Donc le Conseil de l'Union européenne a fait une étude en 2023 qui nous apprend que 27% de la population européenne présente un handicap, donc c'est à peu près un quart de la population. Donc ça fait 101 millions de personnes en Europe. Et en France, on est à peu près à 26,8% de personnes en situation de handicap, ce qui est quand même énorme. On est encore une fois à peu près un quart de la population. Rapidement, les obligations légales et échéances en France et en Europe. Donc j'ai pris quelques exemples de pays francophones en Europe. Donc en France, le secteur public, les entreprises avec un CA de plus de 250 millions, c'est depuis 2019. À partir du 28 juin 2025, ça s'étend au secteur privé avec un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros ou plus de 10 salariés. Et le 28 juin 2030, c'est le dernier délai pour se mettre en conformité. Je m'expliquerai rapidement un petit peu pourquoi il y a 2 délais. Les services et produits, donc ça va être le web, le mobile, les e-commerce, les banques, les transports, les bornes, les médias. Pour la Belgique, apparemment, le secteur public, c'est depuis 2020. Et vu que c'est une loi européenne à la base, ça s'est plus ou moins aligné un peu partout pour le 28 juin 2025, c'est le secteur privé. Il n'y a pas vraiment de changement là-dessus. En revanche, en Belgique et au Luxembourg, 2030, c'est le délai pour les micro-entreprises. Or, en France, les micro-entreprises sont exemptées, à moins qu'elles tombent bien évidemment dans les 2 millions de CA ou les plus de 10 salariés, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et pour la Suisse, bien évidemment, ils ne sont pas dans l'UE, mais si l'entreprise est active au sein de l'Union européenne, ils doivent se conformer à cette loi européenne. Sinon, c'est seulement la loi fédérale en vigueur en Suisse qui est active. Encore une fois, les services et produits concernés sont assez similaires à ceux qu'on peut avoir en France et dans l'Union européenne. À noter que si votre site est multilingue et qu'il passe par exemple d'un .fr à un .de, il faudra alors se plier aux règles d'accessibilité du pays concerné. Donc, c'est-à-dire que pour le .de, il faudra vérifier par rapport à l'Allemagne s'il y a des changements en question sur l'accessibilité ou s'ils ont autre chose au niveau de la loi. Un petit focus sur la loi en France. Du coup, on a, nous, un référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le fameux RGAA, qui nous permet de voir les critères et les thématiques. Et c'est grâce à ça qu'on est accessible ou non. À noter que, bien évidemment, il y a des sanctions, que c'est jusqu'à 50 000 € d'amende en cas de non-respect de la loi et jusqu'à 25 000 € d'amende pour les obligations complémentaires, si elles sont manquantes. Donc, les obligations complémentaires, c'est le schéma pluriannuel, la déclaration d'accessibilité et l'indication du taux de conformité sur votre site, qui vérifie. Donc, ça va vraiment dépendre du service, donc c'est public ou privé, et même au sein du secteur privé. Donc, si c'est une banque, ça ne va pas être la même chose qu'un autre site internet. Mais pour grosso modo, ça va être surtout l'ARCOM et la DGCCRF. Mais il peut y en avoir d'autres. Donc, il faudra vérifier par rapport à votre site et à ce que vous faites comme activité. À noter que depuis l'année dernière, il me semble, il y a commencé à y avoir les premières vérifications sur les sites qui sont déjà censés être accessibles. Il est même possible pour quelqu'un qui rencontre un problème sur votre site, si vous êtes déjà censé être accessible, bien évidemment, de, entre guillemets, vous dénoncer auprès de l'organisme pour qu'il puisse vérifier. Bien évidemment, la sanction au début, ça va être surtout un avertissement, mais si vous ne le faites pas dans le délai imparti, c'est là que vous pouvez commencer à avoir des amendes. J'ai omis quelques dates clés. Donc en 2005, c'est là où il y a eu la première loi handicap pour l'accessibilité numérique. En 2019, du coup, pour le secteur public et les secteurs privés, avec quelques limites. Et depuis le décret du 3 octobre 2023, c'est là où on a ce délai jusqu'au 28 juin de cette année. C'est là où vous retrouverez tous les services concernés, par exemple. On remarque par contre qu'il y a un retard encore trop prononcé. L'Observatoire du respect des obligations d'accessibilité numérique, donc c'est la Fondation des aveugles de France qui a créé ce site, permet de voir combien de sites ont été contrôlés. C'est des sites qui sont déjà censés être accessibles, donc ils en ont testé 7237. Il n'y en a que 27 qui déclarent être conformes au RGAA, donc ils ont un taux de 100% d'accessibilité. Ça fait moins d'1% de sites conformes.
Et seulement 253 sites respectent les obligations d'affichage. Donc, c'est ce que je disais, le schéma pluriannuel, la déclaration d'accessibilité et du coup le taux. Donc, ça nous fait 3,5%. C'est minime. Et en fait, on remarque que ça peut être vraiment problématique pour toutes les personnes en situation de handicap, ce manque d'accessibilité des services publics, par exemple. Je suis tombée sur un reportage France Info. Donc, je vous ai mis le lien. Donc, si vous avez la présentation, vous pourrez le voir et c'est très intéressant. C'est une personne aveugle, elle s'appelle Céline, qui nous montre qu'elle remplit sa déclaration d'impôt et elle nous montre à quel point c'est compliqué pour elle de remplir sa déclaration d'impôt. Je vous ai mis une capture. Elle a mis 1 heure pour la remplir, pour la simple et bonne raison que selon le cas, elle utilise un lecteur d'écran. Soit ça la faisait revenir au tout début de la présentation de la déclaration, donc ça lui fait perdre déjà du temps, et ensuite ça lui disait qu'il y avait des erreurs, mais ça ne lui précisait pas où, et du coup elle devait relire toute la page pour retrouver l'endroit. Donc vous notez bien qu'on est obligé de faire la déclaration d'impôt. Par contre, sur votre site, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout pour commander quelque chose, et que si vous n'êtes pas accessible, bien évidemment que la personne va partir et essayer de trouver une alternative ailleurs. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un avantage. C'est bien sûr, c'est une obligation puisqu'il y a la loi, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de sites finalement qui le sont, l'avoir un site accessible, c'est avoir un site moderne tout en étant inclusif. Ça ne crée aucune frustration pour l'internaute. Votre tunnel de conversion est utilisable par tous et du coup, vous pouvez vous démarquer des concurrents qui ne sont pas accessibles. Ce qui nous emmène aussi aux bonnes pratiques. Et on verra tout à l'heure, excuse-moi Marion, avec Maxime, pourquoi c'est d'autant plus important côté SEO avec la perte de trafic qu'on voit tous arriver avec avec les moteurs IA, donc le peu de trafic ou le moindre trafic que vous allez avoir, vous avez intérêt à le garder, et le fait d'avoir votre site accessible permettra forcément d'assurer que les gens restent sur votre site et qu'ils n'aillent pas sur les sites des concurrents. Excuse-moi Marion. Pas de souci. Du coup, le principe UX du tunnel de conversion, c'est la simplicité et clarté du parcours. Donc, c'est réduire le nombre d'étapes inutiles. Donc, en soi, il vaut mieux 10 étapes faciles que 3 étapes compliquées et trop longues. C'est limiter les distractions, les actions doivent être évidentes. Aussi, hiérarchiser visuellement et améliorer la visibilité des CTA. Donc, c'est-à-dire que les éléments essentiels sont mis en avant, les CTA sont bien positionnés. L'accessibilité universelle, donc c'est l'accessibilité au clavier, les contrastes suffisants, les labels clairs, donc ça c'est surtout pour les formulaires, un langage simple et clair. Réduction de la charge cognitive, donc c'est une interface simple, épurée. Il faut guider l'internaute, mais sans le surcharger d'informations. Et optimiser et analyser, donc c'est voir avec les outils d'analyse où sont les points de friction du parcours, donc où peuvent être les points de frustration d'un utilisateur. Un petit focus sur quelques fonctionnalités, donc on va avoir la navigation. Donc, d'après le RGA, il faut plusieurs types de navigation. Donc, on peut avoir le menu principal, ça c'est très bien. S'il est fixe au scroll, c'est même mieux parce que du coup, il sera toujours présent. Mais il faut en avoir un second, donc par exemple un plan du site, qui est facilement accessible, ou un moteur de recherche par exemple. La navigation clavier, bien évidemment, c'est le b.a.-ba, on va dire. Donc, c'est une méthode qui est très utilisée par de nombreux internautes. Il faut que l'utilisateur puisse naviguer de façon optimale et simple. Vous pouvez aussi ajouter des liens d'évitement, donc ça évite que la personne doive tout sélectionner dans le menu avant d'arriver au contenu. Par exemple, ici, on a un bouton « Aller au contenu principal », ça permet de ne pas avoir à se coltiner tout le menu. Les couleurs, bien évidemment, avec les contrastes. Donc, il faut que le contraste texte et fond soit assez fort. Les informations ne doivent pas être données juste par la couleur. Donc, il faut un élément supplémentaire, par exemple un lien cliquable, il faudrait la couleur et éventuellement un soulignement peut-être, une légende d'un graphique. Et d'ailleurs, pour les graphiques, le mieux, ce serait d'avoir éventuellement des distinctions visuelles autres que par la couleur. Ici, je vous ai mis l'exemple de 2 boutons. Et donc, on a testé les contrastes pour ces 2 boutons. Sachez que le bouton qui nous paraît le plus évident niveau accessibilité n'est pas le plus accessible. Donc, le bouton avec le texte en blanc ne passe pas du tout au niveau des contrastes, hormis par contre l'autre avec le texte en noir fonctionne parfaitement pour tout type de texte. N'hésitez pas à nous dire si vous avez, on a lancé un sondage, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà lancé vous des actions pour vous mettre en conformité ou pas, ça nous intéresse. Et puis si vous avez
pareil, des choses à nous faire remonter en commentaire, n'hésitez pas, ça nous intéresse. Pardon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, on y répondra avec plaisir. Au niveau des interactions essentielles, donc un feedback visuel, c'est simplement avoir un retour clair d'une action. Donc, par exemple, quand je survole un bouton, quand je vais cliquer sur un bouton, il faut qu'il y ait une information qui me dit ce que je suis en train de faire. Ou par exemple, dans un formulaire, quand j'appuie sur le bouton « Envoyer », m'ont montré que c'est bien envoyé. Une clarté des éléments, donc les liens soulignés, des textes explicites à côté des icônes, des instructions, donc des instructions claires, comme ça l'internaute sait ce qu'il doit faire. Donc par exemple ici, déposer un fichier. Ici, on voit bien qu'aucun fichier n'a été choisi. Il y a bien le bouton « Choisir un fichier » qui vous indique clairement ce que vous êtes censé faire. Au niveau de l'accessibilité des composants clés, du coup, au niveau des menus, c'est la structuration du code et des bonnes balises. Donc ça va être une balise nav, si vous êtes un petit peu au courant de comment ça fonctionne. L'accessibilité au clavier, comme je l'ai dit. La compatibilité avec les lecteurs d'écran, bien évidemment. Une clarté des intitulés. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué à la lecture. Ou même quand le lecteur d'écran le lit, il ne faut pas que ce soit trop long, trop compliqué. Bien évidemment, les contrastes et texte et zones suffisamment grandes pour que les informations soient bien présentes. Au niveau des boutons, donc on va avoir la taille et l'espacement. Évidemment, si les boutons sont trop petits, par exemple en mode mobile, on va avoir des problèmes pour appuyer dessus. Des libellés clairs, des indications de l'endroit où le bouton nous renvoie. Donc un cliquer ici qui ne nous dit pas où est-ce qu'on va, c'est pas bon. Par exemple, vous pouvez dire cliquer ici pour aller au formulaire ou contactez-nous. On comprend qu'on va vers une page contact. Un retour d'interaction, les couleurs et contrastes, les effets de survol et de focus. Donc le focus, c'est principalement quand on est en navigation clavier qu'on va l'avoir, mais pas que. Et encore une fois, il faut qu'il y ait des contrastes suffisants, qu'on puisse voir que l'action se fait. Au niveau des formulaires, donc des labels explicites, les labels, du coup, ça va être par exemple le numéro de téléphone, il faut que ce soit assez clair. Pas donner les informations qu'avec la couleur, c'est-à-dire que s'il y a une erreur, il ne faut pas que ce soit juste en rouge et qu'on nous dise il y a une erreur ici. Il faut vraiment aussi nous dire quel type d'erreur. Est-ce que c'est un problème le numéro de téléphone n'a pas le bon format, par exemple. Et vous pouvez même éventuellement mettre un exemple au sein du bouton que vous voulez remplir pour donner un exemple de comment votre numéro doit être fait. Aide à la saisie, donc ça va être, comme je pense que vous avez déjà vu dans un formulaire, ça vous propose de pré-remplir pour vous le nom, prénom, l'adresse. Les champs obligatoires doivent être bien montrés, avec une petite étoile par exemple, et bien évidemment que ce soit compatible avec les technologies d'assistance, c'est la base. Quelques éléments clés à tester, donc c'est que quelques éléments, bien évidemment si vous voulez tout tester, il y a le RGA, il y a une extension Chrome, où vous avez tous les critères que vous pouvez tester. À noter que c'est du coup avec les mêmes intitulés que dans le référentiel. Donc, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec tout ce qui est script ou le code, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais vous avez déjà au moins des premières indications. Mais du coup, au niveau des éléments, vous pouvez déjà tester vous, les contrastes, la navigation au clavier. C'est simple, il n'y a pas besoin de grand-chose. Compatibilité avec les technologies d'assistance. Vous pouvez prendre votre téléphone. En principe, dans l'accessibilité de votre téléphone, vous pourrez trouver par exemple, sur l'iPhone, il y a le VoiceOver, donc vous pourrez même tester comme ça. Vérifiez que vos images porteuses d'informations ont bien des alternatives textuelles. Donc, par exemple, ici, il y a du texte, c'est porteur d'informations. Il faudrait que mon alternative textuelle nous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. La taille du texte, bien que le référentiel ne donne pas de taille précise, mais avec des normes UX/UI, vous pourrez avoir à peu près des tailles optimales. Des indications claires dans les formulaires. Typographie lisible par tous, et bien évidemment il y a 106 critères, donc on ne va pas tous les citer, ça fait beaucoup, et c'est un vrai chantier pour tout faire, donc vous pouvez déjà vous y atteler maintenant si vous voulez vous mettre en règle. Au niveau des contenus, il faut rédiger pour tous les utilisateurs, donc on va voir qu'il faut une clarté et une simplicité du langage, donc vous pouvez utiliser le FALC, donc c'est le français qui est facile à lire et à comprendre, une structure logique de la page, des alternatives textuelles pour tous les contenus type images, vidéos, graphiques, pour que tout le monde puisse y accéder. Une mise en page accessible, donc pas de texte trop petit, éviter les typographies trop complexes, éviter aussi d'avoir un titre à un endroit ou du texte avant un titre. Enfin, il faut que ce soit assez bien structuré, des indications claires sur ce qu'il y a à faire, et le mieux, c'est de faire tester son site avec des tests utilisateurs. Maintenant, vous pouvez même faire des tests utilisateurs avec des personnes porteuses d'un handicap.
ça peut vous donner encore plus de clés pour améliorer tout ça. Les médias doivent être aussi accessibles. Donc pour les images, comme je vous disais, les textes alternatifs pour les porteuses d'informations. Les images décoratives ne doivent pas avoir de texte alternatif. Donc ici, je vous ai mis les deux exemples. Celle à gauche n'est pas porteuse d'informations, c'est juste une image comme ça. Tandis que l'autre, j'ai mis un faux texte. Il y a des pourcentages, donc il faut que ça se retrouve soit dans le texte à côté, et le mieux, si le texte à l'intérieur de l'image n'est pas trop long, le mettre dans le texte alternatif de l'image. Au niveau des vidéos, il faudrait qu'il y ait des sous-titres ou une transcription en dessous ou sur une autre page. Donc, je vous ai mis l'exemple justement de la Fondation des aveugles de France, qui a du coup un sous-titre, mais au sein même de la vidéo, vous avez des textes. Et les documents, il faut les rendre accessibles. C'est comme un site web, il faut des textes alternatifs dans les images, une hiérarchisation des contenus. Vous pouvez le tester avec un logiciel. On pourra vous le remettre dans les outils clés. Donc là, j'ai fait un test juste pour que vous puissiez voir rapidement que il faut, comme un site web, le contenu, les langues naturelles, les images, etc. Et ça vous dit si c'est bon ou pas bon. On vous enverra, parce qu'on vous enverra la présentation et on vous enverra aussi des quelques outils clés qui sont intéressants, dont le plugin dont tu as parlé, et puis on vous fera la liste des quelques outils intéressants. Voilà, pour information. Du coup, je te donne la main, Maxime. C'est vrai que oui, il y a pas mal de questions sur quelques questions justement sur les différents outils qui peuvent être utilisés. On aura une slide dédiée à la boîte à outils et puis on viendra compléter avec les outils que vous mentionnez aussi. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Donc merci Marion. À mon tour, je vais vous parler d'accessibilité, mais aussi de SEO et surtout vous prouver en quoi il y a une vraie compatibilité, une vraie complémentarité entre les deux leviers. C'est vrai que ma spécialité chez l'agence WAM, c'est le SEO depuis plus de 10 ans. L'accessibilité entre dans mon scope de plus en plus, puisque vous allez voir que c'est vraiment du bon sens. Et du coup, si on peut passer à la slide suivante, on est sur deux mondes qui sont bien distincts aujourd'hui. C'est vraiment le constat qu'on fait, mais on suit une logique commune. Donc, à ce jour, j'ai réalisé plusieurs audits, comme Marion, plusieurs audits accès et accessibilité, tout en intégrant la brique SEO. L'idée, c'est vraiment de faire une pierre deux coups, puisqu'on a une logique qui est vraiment commune. Autant côté SEO, on va optimiser un site web pour être visible, et côté accessibilité, on va l'optimiser pour qu'il soit compréhensible et utilisable. Donc l'un va pas sans l'autre. Tout ça, ça part finalement de quelque chose qui est assez fondamental. Côté SEO, on va travailler essentiellement pour les utilisateurs, bien sûr, mais on va travailler aussi pour les moteurs de recherche. Et donc, ensuite, si on passe à la slide suivante, on va avoir quelque chose qui va poser finalement les bases. Google met à disposition des utilisateurs un manifeste, finalement, 10 grands fondements finalement de ce qui fait son business model aujourd'hui. Et le premier est vraiment focus on the users and the else will follow. Donc finalement, concentrez-vous sur les utilisateurs et le reste suivra. Donc c'est vraiment 10 principes qui sont vraiment fondamentaux. C'est un mantra. Et pour la petite anecdote, quand on va poser une question finalement qui serait un petit peu touchy en termes de SEO au responsable qui s'appelle John Muller chez Google, quand il ne sait pas trop quoi répondre, puisque finalement il peut y avoir un petit peu de subtilité, il va nous répondre focus on users. Donc on reste focus là-dessus et Google a bien intégré ces éléments-là. On va le voir par la suite. Donc penser user-centric, ça répond à plusieurs piliers qui sont assez essentiels pour votre entreprise et puis pour vos objectifs à suivre, à savoir proposer une expérience utilisateur qui soit améliorée, puisqu'une entreprise veut proposer quelque chose de frais, quelque chose d'assez compatible justement avec les besoins des utilisateurs. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les utilisateurs par rapport à leurs besoins, à leurs usages. Donc, si finalement les produits et services sont proposés de manière intuitive et agréable, forcément le reste suit. En plus de ça, une entreprise, on sait, chez l'agence WAM, un peu notre credo, c'est la Digital Brand Authority. Donc, si on inspire fidélité, confiance, justement,
sur le parcours utilisateur. Les utilisateurs vont rester fidèles à notre marque, à votre marque, et puis on va avoir beaucoup plus d'accompagnement dans la satisfaction de leurs besoins. En plus de ça, on est dans un monde qui innove énormément sur le web qui plus est. Donc si on va aller chercher une approche utilisateur avec des fonctionnalités qui sont beaucoup plus évoluées, finalement cette innovation va aller chercher beaucoup plus de satisfaction client. On y reviendra juste après. Et bien sûr, l'avantage concurrentiel, vous avez tous, vous évoluez plus ou moins tous sur des secteurs qui sont concurrentiels à certains niveaux. Et l'objectif pour vous aussi, c'est de sortir un petit peu du lot et d'apporter votre valeur ajoutée. Donc, pensez utilisateur, ça répond finalement à faire levier justement sur ces 4 axes. N'hésitez pas à nous dire sur quel secteur vous travaillez, ça nous intéresse aussi pour voir un peu la diversité des gens. Et peut-être comme ça, si tu as des exemples, Maxime, en fonction des secteurs qui sont énoncés, ça peut être intéressant. Pardon, Maxime. Ouais, ça marche. Donc j'en parlais, l'idée c'est de considérer qu'aujourd'hui, sur le web, on est tous boostés par l'innovation. On le voit bien avec l'arrivée de l'IA, où on est sans cesse challengé pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir penser différemment et puis avoir une longueur d'avance sur nos concurrents. Ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, quand on va avoir un site web qui sera non seulement HTML plus CSS pour apporter un peu de cosmétique, et encore aujourd'hui, et on le voit aujourd'hui, on a des sites web qui proposent 3, 4, 5 versions différentes selon le cookie qui est déposé sur un site web pour augmenter la personnalisation et l'interactivité avec les utilisateurs. On se dit, finalement, on arrive sur quelque chose qui est assez poussé, et finalement, où est-ce que l'accessibilité entre en compte, et est-ce qu'elle est encore prise en compte dans cette logique globale justement pour répondre à ces 4 piliers auparavant. Donc, c'est un point d'attention. Aujourd'hui, les sites évoluent, l'innovation avance. Est-ce que l'accessibilité suit? Donc voilà, l'innovation numérique transforme profondément les usages. Et clairement, si on pense sans accessibilité, on encourt le risque finalement d'exclure une certaine partie de la population. Comme le disait Marion, c'est plus de 25%, plus d'un quart de la population française. Donc voilà, l'innovation, c'est une formidable opportunité. Il y a une expérience utilisateur qui est encore plus riche, plus dynamique, etc. Si c'est pas maîtrisé, on crée forcément des barrières et on va exclure. Et donc, on y reviendra justement, l'intégration de l'accessibilité dès la conception, dès le squelette finalement d'un site. On va aller chercher justement quelque chose qui va nécessiter moins de rework, moins de retravail derrière, et puis on va faire finalement une pierre deux coups en travaillant SEO et accessibilité main dans la main avec les équipes de dev, les équipes UX, les équipes marketing, etc. C'est quelque chose qui doit finalement accompagner l'innovation. Toutes les équipes doivent être réunies. Généralement, quand on crée un projet web et qu'on brainstorm autour de ça, on va finalement inclure toutes les parties prenantes qui vont contribuer à la conception du site. L'accessibilité est un vrai pilier finalement. Et donc dans la pratique, quand on va regarder un petit peu tous les critères du RGA, donc Marion l'a illustré auparavant, on répond à travers 13 critères, les images, les cadres, etc. Et tout ça, vous pouvez effectivement le retrouver à travers l'extension RGA, qui est très très bien faite, qui est vraiment un outil d'accompagnement, qui n'est pas là pour auditer à votre place le site, mais qui va justement vous orienter sur les bonnes pratiques et vraiment à la manière d'un tutoriel, va vous pousser à aller creuser un peu, désactiver le CSS pour regarder finalement ce que voit un utilisateur déficient en situation de handicap, et y compris les robots. Et quand on fait le comparatif, finalement, toutes les cases qui sont cochées côté accessibilité le sont aussi côté search. J'entends search, SEO, mais aussi IA, et on va y venir. Donc voilà, l'IA Search arrive en 2025. C'est quelque chose qui nous bouscule, finalement, qui va lancer un nouveau paradigme justement sur la manière dont les utilisateurs vont adapter leurs usages. Quand on va rechercher une information, un tutoriel, c'est vrai que l'IA aujourd'hui, c'est un aveu, clairement, je vais plutôt passer par ChatGPT pour répondre à une question assez complexe, et puis surtout suivre un raisonnement pour pouvoir arriver finalement à
la marque qui va répondre au mieux à mon besoin. Donc, on va être poussé à pousser une information qui sera beaucoup plus exhaustive, qui sera beaucoup mieux construite et qui finalement va être compliant avec l'accessibilité. Donc, si on va aller chercher vers ces innovations au niveau du search IA, on va finalement s'appuyer sur un web comme une base de connaissances qui va apporter des réponses synthétiques. Donc, comprenez ici que toute information que vous trouverez sur votre site doit être lisible. Les textes, les images, les vidéos. À partir de là, on a une complémentarité entre les différents éléments finalement qui composent une page web. Autant Google va aller chercher cette contextualisation visuelle pour répondre à des moments de vie, à une customer journey, hein, ni plus ni moins. Et les IA vont encore plus loin puisqu'elles seront capables d'analyser ce qui se dit dans une vidéo, de quoi parle une image. Et à partir de là, l'accessibilité devient un vrai levier pour pouvoir entrer finalement en phase avec les exigences des agents IA et du SEO. Et donc, on doit être lisible, structuré, textuellement explicite, techniquement accessible aussi, avec une compréhension sans effort. Donc voilà, on va avoir... je peux donner un exemple, juste si on revient encore. Je veux parler par exemple d'un aspect un peu technique, qui est le JavaScript, qui est un langage web, au même titre que le HTML. Le JavaScript permet de rendre beaucoup plus animés les sites web, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus personnalisés, mais ça reste aujourd'hui un frein pour la compréhension des robots, même si Google peine à aller comprendre ce qui se passe derrière un contenu qui est entièrement généré par le JavaScript. C'est quelque chose qui doit être traité côté technique SEO, et on parle de pré-rendering, on parle de rendering ou de SSR, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. En tout cas, c'est restituer une page web en HTML une fois le JavaScript digéré. Et ça, il y a des outils pour le faire. Et donc ça, côté SEO, on sait le faire. Côté IA, finalement, on va redoubler de vigilance, puisque quand un agent IA va venir voir votre site, il va aller chercher des éléments qui seront beaucoup plus stricts finalement en termes d'images, de texte, etc. C'est vraiment un screenshot qui vient voir, et puis il va finalement vous afficher si vous êtes bien rendu. Donc voilà, le JavaScript reste des personnes très bloquant. il y a pas mal de personnes qui sont sur du e-commerce là, sur la question du secteur que j'ai posé, donc c'est intéressant parce que c'est le cas que tu avais eu effectivement sur un client à nous e-commerce assez récemment. Complètement, je pourrais revenir, je peux éventuellement en parler pendant une petite minute, je vois que le temps passe. C'est un client qui finalement voulait vérifier s'il était présent sur ChatGPT, et en tapant le nom d'un produit, alors il est plutôt très performant sur son secteur, hein, c'est de l'habillement. En tapant le nom de son produit sur ChatGPT, il n'apparaît pas, il y avait ses concurrents. Donc je suis allé questionner l'IA pour savoir ce qui se passait. Et il s'avère que, est-ce que ce produit est trouvé? Oui, je l'ai trouvé sur Bing. Enfin non, je ne l'ai pas trouvé. Finalement, je ne l'ai pas trouvé. Oui, mais pourtant, je me vois bien sur Bing et je suis deuxième, par exemple, sur cette requête. Et là, finalement, la révélation est que même si je suis très bien positionné sur Bing, mon contenu produit est full JS. Donc finalement, pas digeste pour les IA, et je n'apparais pas sur les IA. Et on sait que ChatGPT va s'appuyer essentiellement sur des résultats de Bing, puisque c'est OpenAI, il y a un partenariat à ce niveau-là. Vous pouvez imaginer que finalement, ça va se passer aussi sur Gemini pour Google, ou pour Perplexity, qui va aller aussi piocher dans différentes sources d'informations, à commencer par les moteurs de recherche. Donc voilà, c'est une illustration d'une non-digestion du JavaScript, même si on est bien positionné. Comprenez que demain, si les utilisateurs cherchent un produit, il va falloir être en phase avec ces exigences. Alors, j'ai posé un premier use case au niveau des images. L'idée, c'est de prouver un petit peu la complémentarité entre l'accessibilité, le SEO et la e-search. Donc, quand on va traiter les images, par exemple, en termes d'accessibilité, on va devoir répondre à un questionnement. Alors, il est non exhaustif, et vous verrez sur le RGA, toutes ces questions sont posées, sont sourcées, et c'est du bon sens.
Donc, par exemple, si chaque image porteuse d'information a une alternative textuelle, ça peut être une image avec du texte à l'intérieur, un schéma qui vient illustrer un texte à côté. Clairement, l'alternative textuelle qui est l'attribut alt, hein, ni plus ni moins. Est-ce que c'est explicite? Quand on est sur une image de décoration, voilà, finalement, on va proposer un attribut alt mais qui sera vide. Et chaque porteuse d'information, est-ce que c'est pertinent finalement? Côté impact SEO, ça reste une pratique qui est courante depuis belle lurette, on va dire. Et côté IA Search, il va servir aussi puisque les IA vont avoir besoin de ça pour décrire visuellement une page ou répondre à une question. Le deuxième use case, slide suivante, on va être beaucoup plus sur de la structuration de l'information. Donc, ça reste aussi un facteur clé côté SEO sur la manière dont une page est structurée avec des niveaux de titres. Donc, est-ce que l'utilisation de titres est appropriée en cascade? Est-ce que c'est cohérent finalement? Est-ce que c'est explicite? Est-ce que chaque liste aussi est bien balisée ou chaque citation, etc. Donc, pour le SEO, on reste sur les mêmes fondamentaux que l'accessibilité. Il faut qu'on soit structuré pour être lisible pour les moteurs de recherche. On va pouvoir vérifier finalement si notre contenu va répondre à une thématique et les sous-titres à des sous-thématiques. Et l'IA Search aussi va venir chercher ces informations prioritairement pour avoir une sorte de logique. Et toute cette information qui viendra justement de la page va lui permettre de répondre de manière structurée à notre au questionnement qui a été fait. Donc voilà, ce sont deux use cases qui illustrent rapidement cette complémentarité. Et je vais en venir justement à la suite, qui est finalement un exemple de synthèse d'audit qu'on peut mener. Donc on va reprendre chaque critère. Alors comprenez qu'un audit va être assez conséquent puisque c'est un travail qui est chronophage. Il ne faut pas le négliger. Et on va vérifier template par template. Donc là, on est sur un type de page d'un site web et on va vérifier la conformité, non-conformité. Et ensuite, on va pouvoir donner finalement un plan d'action qui va permettre d'optimiser tout ça. Et la slide suivante l'illustre bien. À l'issue de l'audit, on va avoir les différents types de pages qui seront abordés. Donc là, j'en ai par exemple 6 ou 7. Et on va avoir finalement la conformité, partiellement conforme, non applicable aussi, puisqu'on peut très bien, par exemple, pas avoir de tableau sur une page. Et en ce qui concerne finalement cet audit, on va pouvoir attribuer un effort, un gain et donc une priorité aux actions qu'on va donner. Et de manière granulaire, entrer peu à peu en conformité. On a bien vu que le travail est long et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont en retard par rapport à ça. Donc voilà, c'est vraiment un chantier dans le chantier. Et ça prouve finalement que si on traite des chantiers qui sont complémentaires, à savoir le SEO, l'IA Search, qui sont vraiment des sujets d'actualité, on met l'accessibilité à l'intérieur et on fait une pierre 3 coups, on va dire, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Une petite information complémentaire sur les audits de sites. Quand un critère ou une thématique est non conforme sur un template, vous pouvez être sûr que ça ne fonctionnera pas pour tout le reste. Ça prend le dessus. Une non-conformité sur un thème, c'est non conforme partout. Même si partout ailleurs, c'est parfait. S'il y a une non-conformité partout ailleurs, du coup, ça passera en non-conforme. Complètement. Donc, je vais passer rapidement sur une question qu'on se pose. C'est à quel moment, vous pouvez vous poser, c'est à quel moment je vais entreprendre un audit d'accessibilité. Vous allez vous dire peut-être que c'est trop tard ou c'est un travail qui est trop long, je vais me démotiver par rapport à ça. Pour moi, j'ai identifié 5 périodes qui sont propices. Alors, ça peut être en amont d'un projet, donc vraiment quand on est à la phase de conception. Je vous laisserai lire un peu ce qu'il y a dessous, mais l'idée, c'est finalement, on est intégré à la base du projet et ensuite on fait une recommandation sur la rédaction du cahier des charges, par exemple, et ça évite finalement de retravailler ultérieurement sur ce sujet et on coordonne vraiment toutes les équipes. Le deuxième, finalement, c'est pendant le développement. J'arrive sur le projet, vous avez déjà lancé le développement, mais bon, je viens mettre mon grain de sel et c'est à moi finalement de participer à la recette du site et finalement de rattraper les wagons, tout simplement. Et le SEO est très considéré comme un contrôleur qualité dans le développement d'un site web. On a même une sorte de droit de veto pour le no-go d'un site si on voit que tout n'est pas conforme. L'accessibilité, elle est encore plus. Et
voilà, c'est beaucoup plus tourné vers l'humain, donc finalement, c'est quelque chose qui sera d'autant plus écouté. Et donc le troisième, c'est après une mise en ligne. Finalement, le site est lancé. Qu'est-ce que je fais? Ben, finalement, je vais auditer le site, je vais faire un diagnostic et ensuite, je vais appliquer ce plan d'action qui sera très itératif pour pouvoir entrer peu à peu en conformité, bien sûr, satisfaire les obligations légales avec ces échéances qui sont finalement très serrées hein, aujourd'hui. Voilà, donc objectif, pouvoir avoir une déclaration d'accessibilité à terme. La quatrième, rapidement, c'est quand on est sur chaque refonte ou évolution, finalement, il faut saisir justement ces opportunités pour éviter justement toutes les régressions avec des fonctionnalités UX qui sont passionnantes, qui sont géniales et très interactives. On a le droit, enfin, justement, on a le devoir de se dire attention, c'est bien beau ce que tu fais, mais sois inclusif par rapport à ce développement-là. Et donc, ça passe aussi par beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation en interne. Et à mon sens, c'est quelque chose qui est plutôt passionnant à traiter. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des audits. Et enfin, la cinquième possibilité, c'est finalement c'est du long cours. Et quand on est dans le cadre de la mise en place d'un plan de conformité, nos clients ont créé carrément des cellules pour pouvoir passer en conformité et qui agissent de manière transverse sur les différentes instances de leur groupe. Voilà, on est vraiment sur une démarche qui est qualité continue et ça s'intègre justement dans la valorisation de la RSE. Et à terme, finalement, on a une meilleure réputation, une accessibilité qui sera maintenue. N'oublions pas justement, l'innovation avance, mais l'accessibilité doit suivre. Et donc finalement, le bon moment pour un audit, c'est que toute étape est bonne à prendre. Donc intégrez-vous dans quelle que soit finalement l'étape qui se présente à vous. Ne perdez pas de temps justement pour pouvoir prendre ce sujet à bras le corps. L'idée, bien sûr, c'est d'intégrer ça comme un rituel projet avec, je le répète, encore beaucoup de sensibilisation, une approche qui sera beaucoup plus transverse sur ça. Et bien sûr, si le SEO est déjà intégré chez vous, accompagnez-le. Si le SEO n'est pas intégré, faites une pierre deux coups à SEO accessibilité. Et à partir de là, on pousse. Et c'est quelque chose qui est vertueux. Voilà. Et du coup, maintenant, on va juste voir rapidement comment un petit peu optimiser ce tunnel de conversion pour tous, bien évidemment, c'est mieux. Donc, ça va être identifier les points de friction à l'accessibilité. Donc, si la navigation au clavier est difficile ou pas faisable, ça peut arriver. Si les contrats sont insuffisants, si des images ou des éléments non textuels qui ont besoin de texte alternatif n'en ont pas, si le formulaire est inaccessible ou compliqué à remplir, si une structure HTML est complexe ou illogique, donc ça va être aussi, comme on l'a dit, la hiérarchisation des éléments, des instructions peu claires sur ce qu'on est censé faire, des textes utilisateurs non inclusifs si le responsive ne fonctionne pas, ou même si on a besoin de transcriptions et de sous-titres qui ne sont pas là, ça peut être compliqué ensuite pour quelqu'un de comprendre comment faire fonctionner ce tunnel de conversion. Donc des composants clés sur lesquels on peut se travailler, ça va être les CTA bien évidemment. Encore une fois, c'est des redites, mais c'est important. C'est donc une taille suffisante, les bons contrastes, des libellés explicites. Encore une fois, ne mettez pas juste cliquer ici. Il faut que ce soit vraiment compréhensible quelle action ce bouton va faire. La navigation au clavier et le focus, les feedbacks visuels et ou vocaux. Donc ça dépend de la situation. La double lecture texte-icône, donc si vous avez juste une icône, pensez que c'est peut-être pas forcément super accessible pour quelqu'un. Il va peut-être pas forcément comprendre ou le voir tout simplement, donc il faut qu'il y ait un texte qui l'accompagne. Au niveau des feedbacks, il faut que ce soit simple et clair, que les éléments soient bien évidemment accessibles, qu'il y ait un retour des actions en temps réel, donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Bien évidemment, il faut que ce soit compatible avec les mobiles, donc on revient au responsive design. Et au niveau des formulaires, puisque dans les tunnels de conversion, on va avoir tout ce qui est e-commerce, bien évidemment, mais on va avoir aussi des sites plus vitrines avec leurs formulaires de contact. Pensez que si vos labels ne sont pas explicites, ça va être compliqué pour quelqu'un de remplir les informations. Ne pas donner les informations qu'avec la couleur, donner les éléments attendus en cas d'erreur, ou mettez-les même à la base, comme ça c'est plus rapide et plus simple pour une personne de remplir. Mettez l'aide à la saisie, les champs obligatoires doivent être bien visibles, que ce soit compatible avec les technologies d'assistance et que ce soit simple au niveau du langage.
Et avec ça, vous pourrez mesurer aussi l'impact sur la conversion. Donc, il y a différentes mesures qui sont disponibles. Donc, ça va être le taux de conversion global et par étape. Ça vous permettra de voir à quel point vous convertissez par étape. Le taux de rebond et d'abandon. C'est super important pour voir à quel moment quelqu'un va en avoir peut-être marre et va arrêter ou justement va continuer. Le temps de conversion, donc le temps que ça a pu prendre. Le taux de transformation, les feedbacks utilisateurs. Et bien évidemment, l'accessibilité, ça va vous aider à améliorer vos conversions puisque ça va améliorer et mettre en hausse votre taux de conversion, puisque si vous êtes accessible pour tous, tout le monde va pouvoir remplir plus facilement les informations. Ça va réduire les abandons, puisque ça veut dire que tout est assez clair et assez simple pour que n'importe qui puisse les remplir. Et l'amélioration de l'image de marque, bien évidemment, et la fidélisation, c'est ce qu'on disait, pour votre image de marque, c'est super. Et ça va peut-être même vous démarquer de vos concurrents qui, eux, ne sont peut-être toujours pas accessibles ou qui ne pensent pas encore à entreprendre cette démarche. Donc, pour retenir, ça va être toujours la même chose. Pour résumer, l'accessibilité numérique, ça vous différencie de la concurrence. C'est un levier d'autorité digitale. L'accessibilité, pour moi, c'est aussi le business. Un tunnel de conversion accessible, c'est s'assurer de toucher tous les publics et de créer des leads, qu'importe la personne. Pour qui et quel délai, on rappelle, c'est du coup le 28 juin 2025. Pour tous les nouveaux sites ou les refontes qui se font avant cette date, vous êtes encore bon. 2030, c'est pour tous ceux qui l'ont déjà fait avant, et 2025, c'est pour tous ceux qui vont lancer leur site à partir du 28, ou leur refonte à partir du 28. Il faut que vous ayez déjà un minimum d'actions entreprises. Et pour passer à l'action, justement, vous pouvez tester, auditer, commencer à actionner les leviers pour devenir accessible et intégrer l'accessibilité en tant que levier pour une visibilité. Donc, si vous vous dites, mince, mon site, il sort, je sais pas, en juillet, je ne suis pas accessible, c'est pas grave, vous pouvez déjà commencer à entreprendre des choses pour la suite. Vous pouvez créer votre page d'accessibilité en disant que vous êtes non conforme, mais que vous allez vous y mettre. Faites votre déclaration d'accessibilité, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ensuite vous mettre tout ça en place par la suite. On a mis une petite boîte à outils. Donc ça, c'est quelques éléments qui peuvent vous aider. C'est pas tout, mais il y en a beaucoup des outils. Donc on a l'extension assistant RGAA, dont on a parlé déjà précédemment, qui est super intéressant. Comme on l'a dit, c'est à la main, ça ne fait pas les choses à votre place. Wave, il va vous montrer des erreurs, mais attention, c'est à prendre avec des pincettes. Des fois, il va vous dire que quelque chose n'est pas bon, mais finalement, en vérifiant par vous-même, c'est pas trop mal. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça peut vous donner aussi des pistes. XDF Tools, ça teste automatiquement certains points du WCAG, donc c'est le référentiel international, voilà. Donc c'est sur ça qu'est basé le RGAA, bien évidemment. Et ça peut mettre en avant quelques points de vigilance. Encore une fois, c'est à revérifier par soi-même. Pour le moment, malheureusement, les IA ne peuvent pas encore vous faire un audit rapidement et simplement, puisque des fois, il peut y avoir des subtilités qui font que, par exemple, rien qu'au contraste, ça veut dire que c'est pas bon, alors que techniquement, ça l'est. Vous pouvez aussi tester vos contrastes. Et ensuite, on a mis quelques éléments pour vous aider à créer vos documents bureautiques ou PDF accessibles. Il est aussi possible de faire des InDesign accessibles. Donc, qu'importe votre outil, vous pouvez faire des documents accessibles. Et on pourra aussi vous remettre le lien de l'extension qui vous permet de tester vos PDF. Et je laisse peut-être conclure. Ouais, merci beaucoup à tous les deux. On a un petit peu dépassé le temps. On a quelques questions, donc on va vu qu'on a dépassé, on va passer un peu rapidement sur l'agence. Nous sommes l'agence WAM, agence de marketing digital. Notre mission, c'est de vous aider à devenir une référence incontournable sur votre marché en développant votre autorité digitale. Et comment on fait ça? Si tu peux passer, Marion, ben on met en synergie toutes nos expertises métiers. Ici, devant vous, avec Marion et Maxime, on avait deux. La partie web avec Marion, la partie SEO avec Maxime. Et on fait aussi des relations presse, on fait aussi la création de contenu, des campagnes à performance avec du SIA, du SMO. Et tout ça pour construire une stratégie sur mesure, répondre à vos besoins et activer tous les leviers de la Digital Brand Authority. Et je vous laisserai aller sur notre site pour en savoir un peu plus sur le sujet. Et après, en quelques chiffres sur nous, sur l'agence,
On existe depuis 17 ans. C'est 60 personnes qui travaillent à Lyon, à Paris et à Mulhouse. Vous avez devant vous quelques-uns de nos clients actifs, des rencontres, des ETI pardon, et des PME. Et, un chiffre que moi j'aime beaucoup, c'est les 7 ans d'âge moyen, qui résume vraiment bien la fidélité, la relation qu'on a avec nos clients et qu'on arrive à construire avec eux tout au long des années et des stratégies qu'on met en place pour eux. Voilà. On va répondre aux questions. On en a quelques-unes, Marion et Maxime. Je peux passer Marion à la slide suivante, je pense. Première question, Louise qui parlait d'Adobe Color, qui est un outil très pratique, a priori, qui est aussi pour vérifier les contrastes. Voilà, c'était un petit point de Louise. Tu peux peut-être te mettre sur la slide d'après. Ouais, je peux. Maxime qui dit, vous pensez quoi du plugin alors je ne connais pas Ali d'Elementor, All Eye, je ne sais pas comment le prononcer. Est-ce que vous le connaissez? Alors, je crois que c'est une extension pour WordPress. Je crois, de mémoire, que c'est One Click Accessibility qui a été racheté, qui a changé de nom. Okay. Du coup, il faut savoir que les extensions, les plugins du coup pour WordPress, c'est des outils pour aider, pour mettre par exemple des types de configuration spécifiques pour certaines personnes. Cependant, ça ne remplace absolument pas l'accessibilité principale du site. Si votre plugin ne fonctionne plus, ça veut dire que l'accessibilité n'existe plus sur votre site. Il faut savoir que aux yeux de la loi, les plugins et extensions ne remplacent pas un site accessible. Donc, vous ne pouvez pas dire que votre site est accessible avec le plugin. Et ensuite, au niveau des extensions, de celle-ci en particulier, elle est moins compatible maintenant avec les WordPress, elle est plus compatible avec Elementor. Et de mémoire, si c'est la bonne dont je parle, elle est devenue payante. Donc, il en existe des très bien aussi qui sont gratuites. Moi, j'ai mon petit favori. Mais voilà, après, chacun a ses extensions préférées. Quel est ton favori? C'est le bon. Ça me permet éventuellement de passer à une autre question que j'ai vue sur finalement, c'est quoi finalement une déclaration d'accessibilité? C'est un peu la combinaison, je pense que c'est du bon sens, c'est un recul, une sensibilité à prendre quand on va aller auditer. Et tous les outils qu'on a finalement, c'est la preuve que tous les outils ne remplissent pas finalement tous nos besoins en termes de vérification d'accessibilité. Ils sont complémentaires, il y en a qui sont très pointus sur la colorimétrie, etc. Et le plugin RGA, vous allez pouvoir en fait vous en servir comme une boîte à outils pour cocher au fur et à mesure les cases et de voir si c'est conforme, partiellement conforme. Traitez-les vraiment par template, puisqu'après, justement, vous allez avoir besoin de faire cette déclaration d'accessibilité avec un lien qui sera dans votre footer par type de page. Alors, justement, Maxime, il y a une question sur faire la déclaration d'accessibilité. Je peux vous préciser. J'y viens. J'y viens justement. En fait, au fur et à mesure que vous allez vérifier tous les éléments sur votre page avec ce plugin, à la fin, quand vous aurez tout coché, vous allez pouvoir générer cette déclaration. Donc, vous allez être renvoyé vers un point gouv, tout ce qui est, donc, ça s'appelle design numérique, il me semble, accessibilité numérique. C'est ça, ouais. C'est ça. Et donc, générer les résultats et évidemment signer cette déclaration pour pouvoir ensuite la publier sur votre site. À noter que les audits faits par des entreprises certifiées, c'est mieux, parce que eux, ils ont l'expertise pour vraiment vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est bien de le faire soi-même, ça permet d'avoir une première approche, mais attention aux résultats que ça peut vous donner, ou si vous faites un audit partiel, vous ne pouvez pas mettre de déclaration d'accessibilité avec un chiffre à la fin, surtout si c'est partiel, vous avez testé que quelques éléments. Vous ne pouvez pas dire j'ai testé que quelques éléments et du coup je me considère comme conforme, vous ne pouvez pas donner un pourcentage. Donc faites très attention à ça quand même. Vous pouvez déjà faire du coup cette page accessibilité avec votre déclaration pour dire que c'est un chantier qui est à entreprendre. Pensez à bien noter que vous êtes conforme, partiellement conforme ou non conforme. Je peux juste rappeler rapidement les taux. Totalement conforme, c'est 100%. Là, vous êtes au summum, vous êtes parfait. Partiellement conforme, c'est à partir de 50% de conformité aux critères, ce qui est déjà très bien. Donc, vous avez déjà fait la moitié du chemin, on va vous dire ça comme ça. Et si vous êtes non conforme, c'est si vous n'avez pas fait encore d'audit, vous êtes considéré comme non conforme de base. Et si vous avez entre du coup 0 et 49,99% de conformité, vous êtes quand même non conforme.
Donc, il vous reste peut-être plus grand-chose pour passer en partiellement conforme. Mais c'est important de noter les taux. Si vous avez été audité, quand vous l'avez été, par qui, et s'il y a des non-conformités, vous pouvez aussi les notifier. Quels éléments ne sont pas encore conformes et sur lesquels vous allez travailler par la suite. Alors, il y a deux questions encore sur cette notion de déclaration. Première question sur est-ce que la déclaration d'accessibilité peut-elle être incluse dans la page mention légale? La question de Juliette. Il vaut mieux la mettre sur la page d'accessibilité. C'est pas la même chose que les mentions légales. Techniquement, c'est mieux sur la page d'accessibilité. Et alors, Aki nous demande, et donc la déclaration d'accessibilité doit être faite pour chaque page, presque un sitemap avec l'accessibilité pour chaque page, ou je suis dans le faux? Alors, la déclaration d'accessibilité ou même le taux de conformité, c'est un taux global sur tous les templates de pages qui ont pu être testés. Donc, quand on dit que la page accessibilité et ensuite le taux, donc conforme, non conforme, partiellement conforme, doit être affiché, c'est juste que vous pouvez le mettre en pied de page. C'est une page accessibilité tout à fait standard. Vous mettez votre déclaration dessus. Vous pouvez mettre aussi le lien vers votre schéma pluriannuel, mais c'est pour quelque chose de global. C'est pas par page, c'est la globalité de ce qui a été audité. Ok. Et on a Geoffrey qui nous demande quel outil on recommande pour la lecture d'écran pour tester l'accessibilité d'une page. Ça dépend si on est sur Windows, sur Mac, sur Chrome, sur téléphone. On peut aussi tester via le téléphone, ça fonctionne très bien. Les choses natives au téléphone, ça fonctionne plutôt bien. Par exemple, VoiceOver sur l'iPhone. Je me demande si ça n'existe pas aussi sur Mac, mais je me trompe peut-être. Et après, il en existe plusieurs. On pourrait les rajouter dans les boîtes à outils. Il y en a plusieurs qui sont gratuites d'extension pour avoir ce genre de choses. Mais on va préférer quand même les choses natives à l'ordinateur, les choses natives mobile. Bref. Et Juliette nous demande si tous les CMS sont égaux en matière d'accessibilité. Bonne question. En fait, ça va dépendre de plein de choses. Je peux peut-être répondre. Ça dépend comment ça a été codé. Si c'est un thème que vous avez acheté, c'est pas la même chose que quelque chose qui a été développé et pensé peut-être avec l'accessibilité déjà en tête. Il y a plein de choses en fait à prendre en compte. Donc c'est pas forcément par CMS non plus. Je dirais que clairement dissocier le CMS de l'accessibilité. Ouais. Le CMS, c'est ce qui vous permet de créer un squelette, mais ça fera pas justement une partie du travail. Après, c'est sûr qu'un site ou un CMS qui permet de moduler un peu le code, c'est mieux. De faire un thème soi-même, c'est mieux que de prendre quelque chose où il y a peut-être que admettons du drag and drop, peut-être que c'est moins accessible. Mais après, ça va dépendre de plein de facteurs, donc c'est à tester effectivement par rapport au site en question. Oui. Je vois la question si on a des tonnes de pages, donc une question de Maxime. Si on a des tonnes de pages, on pourra pas tout tester, on peut se contenter de faire un groupe de pages. Ça répond à la question de rationaliser au maximum. Ça veut dire que quand vous allez créer un site web, vous allez raisonner par template, par gabarit. On parle même de headless, où justement on va aller chercher des composants. Un client, par exemple, qui fonctionne en headless et qui va builder finalement de ses pages en allant chercher un composant par-ci, un composant par-là. Attention au JavaScript, parce que des fois on peut le générer comme ça. Et pour le coup, finalement, nativement, depuis cette librairie, l'accessibilité est directement intégrée. Donc, ça veut dire que si on va intégrer un bloc avec une image, ce bloc avec image aura été auparavant préalablement finalement accessibility compliant. Donc voilà, il faut rationaliser au maximum, et c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'aise avec la notion de templating. Quand on a une page article, il faut qu'elle soit pareille de bout en bout, et c'est une logique pure puisqu'on parle du X, on parle de navigation, etc. Donc c'est voilà, rationaliser au maximum, c'est vraiment un mot d'ordre. On a Céline, merci Maxime. On a Céline qui nous dit, en plus de l'amélioration continue, on utilise Facility pour rendre nos sites plus inclusifs très facilement, et ça a très bien marché sur tous nos sites anciens, récents. Ça couvre de nombreux handicaps ou déficiences, et c'est une boîte française. Merci Céline, je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais très intéressant. Merci beaucoup.
Et c'est effectivement ce dont on disait avant, c'est du coup ces plugins et extensions qui permettent de créer des types d'accessibilité, on va dire, pour les sites. Et encore une fois, c'est super bien et il y en a plein qui sont vraiment super bien. Faut juste faire attention parce qu'encore une fois, dans votre audit, vous pouvez pas vous dire là je peux agrandir les textes, c'est super. C'est différent, il faut faire très attention à ça, mais c'est une bonne extension en tout cas. Oui, Facility, on les a déjà croisés sur des clients, notamment sur de la mutuelle auparavant, où on était inclus directement dans la phase de conception. Et c'est vrai que à ce moment-là, il y a quelques étapes qui frictionnent entre les UX, les devs, etc., puisque tout le monde veut faire selon sa propre expérience. Mais Facility, justement, a pu apporter son cadre par rapport à ça, et c'est non négociable, finalement. Donc, quand on veut, on peut complètement, et ça donne un résultat qui est assez satisfaisant. Donc Facility, je confirme, c'est une boîte qui est très très sérieuse. Très bien. Et j'ai dit Céline alors que c'est Cécile. Excusez-moi pour je crois qu'on a abordé toutes les questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. Si vous voulez approfondir le sujet, contactez-nous. On pourra vous mettre en relation avec un de nos experts. Et puis, si tu peux passer Marion à la slide suivante, on va continuer de parler accessibilité chez WAM avec différents articles de blog, un WAMcast, d'autres prises de parole. Donc, vous pouvez vous abonner à notre newsletter qu'on appelle la WAMletter, qu'on publie tous les mois. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur LinkedIn. On publie assez souvent des informations. On a aussi une newsletter dédiée sur LinkedIn qui s'appelle le WAMscope, qui est un récapitulatif de toute la veille faite par nos experts qu'on partage à tous les gens qui nous suivent. Et voilà, notre dernier WAMcast, c'était sur le Google I.O. et sur le marketing live, toutes les annonces de Google autour de l'IA. Je vous invite aussi à les écouter sur toutes les plateformes de streaming, votre plateforme préférée de streaming. On sort un WAMcast aussi tous les mois autour de l'actualité du digital. Et merci à tous. Merci Maxime, merci Marion, merci à Manon qui était en modération. Et une bonne journée à tous. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser votre avis, ça nous intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Bonne journée à tout le monde. Salut. Au revoir, merci. Merci.